Alors bonjour à tous, merci d'être là. Anne-Claire, je fais un petit tour de table rapide, un par un, donc je vous présente et on échange rapidement et ensuite on rentre dans le dur donc de l'éducation financière. Qui a dit que les jeunes ne s'intéressaient pas à l'épargne? C'est comme ça qu'on a appelé cet échange, cette table ronde. Donc Anne-Claire, tu as lancé SPAC l'an dernier, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc tu proposes des contenus qui décryptent l'actu éco et financière et tu as adopté d'emblée un ton décalé. Oui, en effet. Alors, SPAC, c'est une plateforme de sensibilisation à l'éducation financière. Donc, on interpelle les parties prenantes, médias, grands comptes institutionnels, à la fois privés et publics, autour de cette question-là. Et on propose des contenus experts, vérifiés, sur l'économie et la finance à destination du grand public. Et aussi, on s'en rend compte depuis quelques mois maintenant avec nos nouveaux clients pour de l'acculturation financière en interne. Donc, on fait aussi de la formation, des conférences, des vidéos, etc. Tu as récemment mené une étude là, sur les moins de 35 ans afin d'évaluer leur intérêt sur toutes ces questions, d'identifier aussi les projets d'investissement, les attentes. Donc j'aimerais que tu nous en parles dans un instant. Saskia, donc, toi tu as créé, enfin cofondé Virgile, donc startup qui apporte de mémoire jusqu'à 100 000 euros d'apport C'est quand on ça. réalise un investissement immobilier, c'est ça? Enfin un achat immobilier. Donc c'est en capital hein, que tu apportes ça. Et depuis quelque temps, tu aussi donc tu édites la newsletter Spoon qui cartonne 50 000 abonnés, c'est ça? 50 000 abonnés, 2 fois Bimensuel. par mois. Ouais. Ok. C'est quoi le ton là? Donc on parlait de SPAC avec Anne-Claire pour Spoon. Enfin, là c'est l'idée de quoi? De s'intéresser à l'argent, mais aussi d'être, j'imagine, héroïste, d'en faire quelque chose, d'être in fine indépendant. Alors justement, l'idée derrière Virgile à la base, c'est aider les jeunes à devenir propriétaires parce que l'accès à la propriété, c'est le premier moyen d'accès à l'indépendance financière. Et donc Spoon, on l'a lancé en même temps que Virgile parce qu'on le voyait comme un peu une extension du domaine de la lutte de Virgile pour l'accès à l'indépendance financière à travers un média. Le ton est justement décalé, mais en même temps très fouillé. On essaye d'apporter des réponses hyper précises aux questions, souvent aussi précises que se posent les jeunes sur leur épargne, sans les transformer en geeks de la finance. Donc on va répondre à des questions type livret A versus ETF, est-ce que je dois devenir propriétaire de ma résidence principale, est-ce que c'est le bon moment pour larguer mon boss ou pour acheter. Parce que enfin, tu trouvais que jusque-là, ce qui existait, le peu qui existait, était soit pas destiné à ces nouvelles générations-là, soit oui, carrément illisible, incompréhensible. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près deux types de façons d'adresser le sujet, souvent soit très financier, ardu, un peu sec, soit très je vais vous expliquer comment quelque part devenir riche en 5 leçons et comment faire plein d'investissements locatifs dans plein de villes différentes et générer beaucoup de rentabilité, ou comment optimiser à mort la gestion de votre portefeuille de crypto. Et nous, en fait, ce J'ai dont déjà on vu se ça rendait sur compte. Instagram, je crois. Sur TikTok, Ouais, non? ouais, non, mais ça fait clairement partie en fait des choses qui reviennent souvent. Et nous, ce dont on se rendait compte, c'est que les clients de Virgile qui nous appelaient en fait avec plein de questions financières, nous posaient des questions beaucoup plus larges, qui étaient plus. En fait, moi, ça m'intéresse pas de passer mes week-ends à devenir un expert de la finance. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de comprendre les grands principes pour pouvoir m'en émanciper et pouvoir prendre les bonnes décisions sans en fait devenir un gros geek de la finance, si je caricature. Très clair. Alexandre, donc qu'est-ce que vous faites vous chez Ma French Bank, filiale, on le rappelle évidemment de la Banque Postale. Euh, Est-ce que déjà c'est quand on dit que les jeunes ont un rapport parfois différent à l'argent, en préparant cet entretien, tu m'as dit clairement, bah, ils peuvent être aussi parfois averses au risque finalement, comme leurs aînés, quoi, quand il s'agit de leur épargne. Effectivement, alors, on a dit qu'on se tutoyait, je crois. Oui, oui, excuse-moi. Donc je te tutoie. Oui, ma French Bank, c'est la banque 100% mobile qui a été créée par la Banque Postale il y a 3 ans. Alors, je ne reviens pas sur les fonctionnalités. On a évidemment plein de choses. Tu sors de la crèche, là, tu arrives à la maternelle, Ouais, quoi. je sors de la crèche pour les clients, et moi j'y suis depuis pas très longtemps. J'ai rejoint ma French Bank il y a 6 mois. Ah oui. Et effectivement, l'objectif pour la Banque Postale, au-delà de tester le modèle, de présenter une nouvelle offre, c'est aussi d'aller chercher des jeunes. Et donc, on a beaucoup regardé ce qu'ils voulaient faire. Effectivement, quand on regarde, il y a un besoin d'accompagnement qui est
absolument dément. On le sent très bien. On y reviendra peut-être, mais moi j'aime pas le terme d'éducation financière parce que c'est quand même un truc de non. parents quoi. Et c'est justement pour ça qu'on a créé le compte WeStart où les parents ont un rôle à jouer auprès des enfants. Donc on pense que les jeunes ont besoin de leurs parents jusqu'à un certain âge et ensuite la banque peut prendre le relais, mais dans un accompagnement assez ludique et pas infantilisant non plus. Donc on essaie de travailler là-dessus. Et oui, ils sont autant averses au risque que leurs aînés. Et c'est pour ça que les produits qu'on va leur proposer doivent leur être adaptés. Et ce qu'on propose en particulier avec une tirelire et quelques fonctionnalités de PFM et de coaching financier pour les aider à mieux comprendre leurs finances. Personnel, financial management. Personal Financial Management, qui est un coach assez classique. Vous jargonnez beaucoup dans la fintech quand même, hein, mais j'arrive à suivre parfois. PFM, c'est rentré quand même dans le jargon, non? Tout le monde l'avait celui-là? Non, tu l'avais pas, non. Bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et puis, Scott, on termine ce tour de table avec toi avant de rentrer dans le dur. Donc, Card, l'app d'argent de poche. C'est quoi les ados, mes ados et leurs parents aussi, j'imagine? Tu as les deux targets là? Exactement. On va équiper financièrement et on va bancariser les jeunes à partir de 10 ans avec l'accompagnement, bien entendu, de leurs parents. Le but, c'est de permettre à cette génération Z, même la génération alpha, de vivre pleinement dans l'air du temps. On est parti d'un constat assez fou. C'est déjà la génération alpha. On est déjà la génération alpha. Nous, on est très tôt, à partir de 10 ans. Et le constat de départ, c'est... on s'est dit que c'est quand même fou que cette génération-là soit la seule démographie qui est cantonnée à l'usage d'espèces, alors que c'est la génération qui est la plus digitale. Aujourd'hui, un ado de 15 ans, 60% de ces transactions ne peuvent s'effectuer que via une carte de paiement. Et avant Card, ou avant WeStart maintenant, ils ont été toujours délaissés à l'usage d'espèces qui ne répondent pas à leurs besoins ou demandent à la carte de leurs parents, ce qui amène un lot de soucis et de problèmes. Toi, donc, ton premier concurrent, c'est le cash alors? Complètement, c'est les espèces. Alors on a la chance qu'on est dans une société qui devient de plus en plus digitale et les espèces disparaissent à grande vitesse. Donc forcément, la demande augmente pour des produits comme Card. Tu t'es lancé quand, Scott? On a créé la boîte en 2018 et on s'est lancé en septembre 2019 officiellement. Ça marche. Pas facile hein, les néobanques pour les jeunes. Tu as moins de concurrents aujourd'hui, je crois que le marché a été un peu nettoyé récemment. Absolument, ouais. Je pense que c'est un peu la Gartner Curve, tu sais, c'est au début il y a du hype, il y a du VC qui investit à tout va, et puis après en fait il y a beaucoup de morts sur le marché, très peu de survivants, et ces survivants qui vont gagner et qui vont continuer d'équiper ce marché. On espère que ça soit nous, du moins on est bien parti pour. On te le souhaite, on te le souhaite. Merci. Bon, rentrons dans le dur là sur effectivement ce rapport des jeunes à l'argent. Je le disais tout à l'heure, Anne-Claire, tu as interrogé récemment une belle enquête là sur les moins de 35 ans, donc on va dire les YZ, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis perdu là dans les générations, il faut m'aider. Afin donc d'évaluer leurs intérêts. Et good news déjà, premier enseignement, ça les intéresse. Ouais, ça les intéresse. Ce qu'on voit, c'est que Bien dans le micro, s'il te plaît. Pardon, ils sont une grande majorité à s'informer sur les actualités économiques et financières. Ils cherchent de l'info et ils veulent en avoir plus. Donc vraiment, c'est une attente de leur part que de s'informer sur ces questions-là. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle déjà. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont très en attente d'informations et d'accompagnement de la part de leurs partenaires financiers. Et aujourd'hui, ils vont plutôt s'informer sur des médias alternatifs. Donc, il y a des médias alternatifs sérieux et certains sont présents ici. On en fait partie chez SPAC, mais c'est évidemment pas suffisant. Et ils demandent à plus de 51% d'avoir accès à un meilleur accompagnement en termes de contenu et d'information financière de la part de leurs partenaires financiers. Donc, ça légitime complètement le lancement des offres comme celle d'Alexandre, par exemple. Ils veulent quoi? Ils veulent de l'info, ils veulent des tips, ils veulent des bons plans. Alors, ils sont en grande majorité autonomes et ils veulent de l'indépendance financière. Donc à plus de 80% d'ailleurs, ils le sont déjà, ils le disent, ils le reconnaissent. Donc ils attendent surtout qu'on les aide à dépasser certains freins. Et les principaux freins aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que les médias alternatifs arrivent en premier dans ceux qui sont consultés par cette cible-là, c'est la complexité. T'en parlais tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça. C'est trop technique, on jargonne, personne n'y comprend rien. Le deuxième, c'est le prix. Et puis aussi les formats. En fait, évidemment, ils sont habitués, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils veulent des formats courts, des vidéos, des formats blog. Et ils ne le trouvent pas forcément auprès de médias traditionnels.
Saskia, vas-y, Ouais, pour compléter, parce que je suis complètement en ligne avec ça. Et quand on parlait d'accompagnement aussi tout à l'heure, ce qu'on voit aussi dans leurs recherches, c'est souvent l'idée d'aller chercher en fait un conseil qui soit pas biaisé. Et alors, je pense que les banques font un super travail aujourd'hui pour justement être dans un conseil qui soit beaucoup plus neutre, pédagogique. Mais ce qui a, à mon sens, beaucoup favorisé l'émergence de ces médias sur l'éducation financière et de toute une sphère en fait autour de, on peut l'appeler empowerment financier, hein, si c'est pas éducation. C'est aussi l'idée de se dire, je lis quelque chose ou j'interagis avec une communauté qui n'est pas nécessairement là pour me vendre quelque chose. Ce qui a un peu été une problématique, c'est qu'il y a eu un moment une délégitimation des banquiers auprès de cette cible-là. Alors moi, je suis plutôt cible YZ aussi, parce que c'est nos lecteurs, ils ont en moyenne 28 ans. Donc je pense que c'est encore Y, tout proche de Z. Les clients de Virgile, ils ont entre 27 et 40 ans. Et donc, il y a vraiment eu ce côté, je veux pouvoir aussi lire un média ou m'adosser à un acteur qui n'est pas là pour me vendre quelque chose et qui va me donner un conseil d'éducation financière non biaisé, pas me vendre un produit en fait, sur lequel il touche une rémunération. Mais nous c'est clairement pour ça que chez SPAC, on a fait le choix de la neutralité. On est indépendant, on n'est pas adossé à une institution particulière. On va accompagner certaines institutions, mais on a fait ce choix justement pour pas être considéré. Parfois, on m'a posé la question, est-ce que tu es une influenceur ? Non, je veux surtout pas en être une, parce qu'en fait, c'est tout ce contre quoi on peut lutter aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'origine, SPAC a été créé au moment où j'ai repris contact avec l'écosystème financier, les banques en ligne, les courtiers en ligne, pour regarder comment tout ce monde-là communiquait. Et je me suis aperçue qu'il y avait aussi beaucoup de contenu qui te promettait la lune et de devenir très riche, effectivement, en suivant des super conseils et de devenir riche en 5 minutes. Bon, on sait tous là que c'est pas vraiment possible. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vu qu'il y avait un manque absolu de contenu vérifié, sérieux, comme ceux qu'on amène aujourd'hui. Donc vos deux newsletters, Spoon et SPAC, sont, non pas dans un bateau, mais gratuites. mais du coup, enfin, quand tu dis on n'a rien à vendre, Saskia, c'est-à-dire que tu as quand même un business modèle, pas sur la newsletter, mais un business, entre guillemets, un vrai business à côté, ouais, avec Virgile. Toi, Anne-Claire, comment tu te finances ? Il faut quand même gagner de l'argent à la fin du mois. Ouais. Moi, je le finance sur mes fonds propres. En fait, à côté, j'ai une activité de conseil, du coup, sur mes métiers historiques qui sont autour des questions d'identité de marque, de marketing stratégique opérationnel, essentiellement dans le secteur financier, des questions d'organisation, et notamment autour de la féminisation aussi des métiers financiers, parce que bon, là, c'est super, on a la parité, mais c'est pas toujours le cas, on le sait, dans les équipes finance. Et donc, il y a voilà, ce volet-là qui me permet de financer cette activité. Et SPAC amène évidemment des demandes en contenu, des demandes en accompagnement, et c'est comme ça qu'on finance l'initiative. Voilà. Très clair. Alexandre, on revient sur WeStart, là, donc pour et les ados et les parents, un peu comme avec Scott, sur cette gestion, gestion du risque. Non, en fait, c'est un peu de la gestion sans risque qu'on vient chercher à ma French Bank, un peu comme à la Banque Postale, quoi. En fait, effectivement, ma French Bank a été créée il y a 3 ans et pour toutes les cibles. Et à partir de ce que vous avez dit toutes les deux sur l'accompagnement et de ce que toi tu as dit sur le fait que nos jeunes ont du cash, on a décidé de faire cette offre, ce qui peut être vertigineux pour les enfants. On passe d'un usage full cash à un usage où on est seul sur son mobile. Donc on a décidé de travailler sur 2 grands axes. C'est la maîtrise et l'accompagnement. La maîtrise, c'est leur donner des outils pour être capable de maîtriser leur budget eux-mêmes, aussi facilement sur un smartphone qu'en comptabilisant leur cash qu'ils avaient sur leur bureau juste avant. Donc on n'a pas de découvert. On a une carte à autorisation systématique pour leur permettre de s'assurer qu'ils peuvent dépenser ce qu'ils ont. On est en temps réel pour pouvoir contrôler en permanence ce qu'ils ont sur leur compte. On a donc je ne vais pas dire le PFM, mais du coaching financier pour leur permettre d'analyser leur compte et savoir exactement comment est-ce qu'ils dépensent. Et puis ça, c'est le premier axe, c'est l'axe maîtrise, et puis il y a un axe accompagnement. Et donc l'accompagnement, il y a beaucoup de médias, enfin en tout cas vous en faites partie, qui aident les jeunes à mieux comprendre leurs finances. Nous, on en fait à notre petite mesure, on en fait aussi avec des tutoriels, beaucoup d'accompagnement en vidéo sur YouTube, sur notre site public, sur notre application. Et puis quand même, on s'est dit, entre 12 et 18 ans, les parents, quand même, c'est important. Et donc, on est assez proche là-dessus d'ailleurs. On a créé une application pour les représentants légaux, donc les parents, et avec 2 apps qui se parlent.
Les parents peuvent quand même regarder ce que font les enfants peuvent solliciter les parents pour recevoir de l'argent, recevoir leur argent de poche. Je suis en bas d'un bar et il me manque 5 euros. Est-ce que, papa, tu peux m'envoyer 5 euros immédiatement? Et comme on est en temps réel, on le reçoit immédiatement. Et puis de côté parents, ça permet aussi de contrôler. J'accepte pas que tu dépenses sur Internet, j'accepte pas que tu dépenses à l'international. Donc je contrôle aussi ce que fait mon fils. Et ça participe de l'éducation. Et donc ça, c'est de 12 à 18 ans. À 18 ans, les parents sont encore là, je vous rassure, mais dans la vie financière, un peu moins. Et là, c'est là où nous, Ma French Bank, on prend le relais dans un accompagnement avec un coaching encore plus puissant, des notifications, des alertings pour rejouer le rôle, encore une fois, d'accompagnant auprès de ces jeunes. Donc on a une offre 12-17 avec des représentants légaux et une offre 18-20 où là, la banque prend le relais en termes d'accompagnant. Toi, Scott, pourquoi tu t'es lancé là-dessus, sur une app dédiée aux enfants et aux parents d'enfants, enfin de jeunes ados ou pré-ados? Ce qui n'est pas évident, notamment sur un marché comme la France, où on est moins à l'aise avec l'argent, on n'est pas très bon en économie, en finance. Complètement. Je pense que le premier point, c'était il y avait un vide, il fallait le combler. Ils ont tous un smartphone. Ils reçoivent tous de l'argent de poche. Entrée au collège, 10-11 ans, exactement. boum, j'ai un téléphone, j'ai de l'argent. Et aujourd'hui, ça n'avait pas de sens d'utiliser des espèces dans une société digitale. Le deuxième, c'était d'essayer de contribuer à l'éducation financière de cette génération. Je pense que ce n'est pas un secret. En France, l'éducation financière est quand même à un niveau assez catastrophique aujourd'hui. Tu as 8 Français sur 10 qui admettent avoir des mauvaises connaissances en matière de questions financières. Il y a un Français sur 4 qui est en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois, un Français sur 2 au moins une fois par an. Et moi, la même chose. Quand je suis arrivé, j'ai grandi au Maroc, j'ai ouvert mon premier compte. Tu te rends compte qu'une fois que tu es à zéro, tu peux continuer de payer. Tu te dis c'est magique. Et après, tu te rends compte que tu découvres les agios. Tu découvres les agios. Et c'était la chance d'avoir fait des bonnes études et d'avoir un poste. Tu rembourses le découvert. Mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Donc nous, on arrive en amont de tout ça. Déjà, c'est comprendre l'éducation financière. C'est comprendre pourquoi c'est important d'épargner. Comprendre que c'est important de ne pas dépenser plus que ce qu'on a. Comprendre pourquoi c'est important et à quel rythme il faut épargner pour pouvoir se payer un projet, pour pouvoir se payer n'importe quoi, quel bonheur dans la vie ou un petit plaisir dans la vie. Mais je pense que nous, c'est ce qui nous passionne, c'est qu'il y a un devoir d'éducation financière aussi bien chez l'ado que chez le parent. Le parent, lui aussi, est entre guillemets un peu largué. Il ne sait pas combien donner à son enfant, il ne sait pas à quelle fréquence donner à son enfant. Donc on essaye de les accompagner là-dessus, tant d'un point de vue tech, où effectivement on va essayer d'avoir des petits algos qui vont te dire à l'enfant, tu as dépensé un petit peu plus par rapport à ton effort d'épargne souhaité la semaine dernière, essayer de mettre un peu plus à côté pour la semaine prochaine. Et le parent, on va essayer de l'accompagner en se disant, voilà la moyenne d'argent de poche par semaine dans ton coin, etc. Donc c'est vraiment un double accompagnement qu'on essaie de mener. Sur un modèle payant. Absolument, je pense qu'il y a le tout gratuit arrive à sa fin. Et ça, on partage. On n'a pas d'offre dite freemium où en fait il y a très peu de free et beaucoup de mium parce qu'après on a des frais cachés. Donc on est aussi payant. Je pense que c'est une stratégie qu'on partage. Ouais, c'est combien vos tarifications? C'est 4,99 € par famille, donc autant d'enfants que par famille, et les deux parents ont une application. Mois exactement. Okay. Exactement. Aucun frais caché. Nous on est à 2 € par mois par enfant. Ça marche. Par mois. Par mois et par enfant. Vu qu'on a généralement 2 enfants par famille, en moyenne en France, on n'est pas très loin. Si on revient sur toi, Anne-Claire, alors on n'est clairement pas sur des néobanques, là, hein, c'est de l'argent de poche digitalisé, de l'épargne non rémunérée, etc. Donc une offre encore relativement serrée. Mais c'est vrai que les plus âgés, mais encore jeunes adultes, ont été très, très dragués, là, notamment pendant le Covid, où on était là à s'ennuyer, on nous demandait juste de rester sur notre canapé à regarder Netflix. Et ils ont commencé à faire du Robinhood, du, Trade Republic, eToro, on ne va pas tous les citer. Et on les salue. Et parfois à miser beaucoup d'argent et à perdre aussi, en crypto, en tout ce qu'on veut, en actions cotées, classiques. Ça, comment tu l'as vécu? Parce que tu t'étais déjà quasiment lancé à ce moment-là. En tout cas, tu l'as vu. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que ces acteurs-là ont contribué quelque part à rendre plus accessibles les questions économiques et financières et les différents instruments financiers qui s'offrent à nous. Parce alors que les parents juraient que par le fonds euro, assurance vie, et par le PEA ou le livret A. Eux, boum, ils sont direct ils sont directement allés sur les actions, les ETF et les cryptos. Alors, je dis souvent, je ne suis pas sûre qu'il faille se réjouir de voir qu'un moins de 25 investisse
pour la première fois sur les cryptoactifs et prennent autant de risques. Il y a peut-être d'autres instruments financiers justement à considérer avant de prendre ces risques-là. Maintenant, c'est aussi très intéressant de voir qu'ils sont beaucoup plus ouverts à ces sujets. Et c'est clair que les néobanques, les néobrokers, même si on ne doit plus dire néobanques, hein, c'est important, mais tous ces acteurs-là ont contribué quelque part à l'accessibilité. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que ça a ouvert des possibles, mais sans accompagnement. Donc certains d'entre eux, voilà, ils travaillent, ils réfléchissent, je peux le dire ici. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là où, effectivement, l'accompagnement des parents est ultra important parce que, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de questions économiques, on parle de pouvoir d'achat, d'inflation, de récession peut-être aussi. Franchement, qui entre nous sait vraiment définir ces concepts-là qui pourtant nous touchent tous au quotidien. Donc c'est vraiment à ces questions-là qu'on essaie de répondre aussi. Donc il y a une marche à monter encore. Il y a de l'accessibilité. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut mieux accompagner et ça passe par moins de jargon et un discours plus accessible et plus clair, quoi. Voilà, tout simplement. Parce qu'être seul sur son téléphone, c'est dangereux. On peut faire des bêtises, être soumis à ses propres émotions. Et tiens, là, le marché baisse, c'est pas cher, j'y vais, c'est les soldes, alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est le début. Ouais, c'est bon. Tu as la tentation peut-être de l'argent facile, parce qu'il y a les fausses promesses. Justement, on revient à ces médias alternatifs où tu vas trouver un peu de tout, et surtout ces fameux influencers qui sont pas tous très sérieux. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé. Hein. C'est aussi pour ça, pour alerter sur ces arnaques financières en ligne. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que parmi les jeunes, donc les 18-24, ceux-là, ils sont super attirés par les cryptoactifs, à 10 points de plus même que leurs aînés qui vont jusqu'aux 35 ans, donc ça fait un vrai écart. Mais ils sont aussi surexposés aux médias alternatifs et donc à des médias peu sérieux. Et quand on a 20% qui ont déjà subi une arnaque financière en ligne, parmi ceux qui se renseignent chez les influencers, c'est 38% d'entre eux qui ont déjà été arnaqués. Donc il y a vraiment un sujet d'accompagnement. Il y a les institutions, il y a les acteurs, et puis il y a les familles et les parents, effectivement, parce que tu as plein de parents qui ne savaient pas que leurs enfants avaient ouvert un compte pour acheter du bitcoin, enfin un bout de bitcoin d'ailleurs, parce qu'un bitcoin, ça a coûté cher il y a encore quelques temps. Oui, c'est clair. Bon, encore, ça doit être 15 000 $. Ouais. Ça se trouve pas sous la boue d'un cheval. Saskia, donc toi, tu vas sur Spoon, tu vas sur tous ces produits-là. À la base, tu viens quand même de l'immobilier, de la pierre, donc c'était pas évident. Tu parles de tout le patrimoine, tout le spectre de l'épargne et l'investissement. En fait, la mission de Virgile, initialement, c'est de permettre vraiment aux gens de devenir propriétaires, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, arrêter de payer un loyer, c'est la meilleure façon de construire son indépendance financière. Et 100 000 €, c'est jusqu'à 100 000 €, pardon, je te coupe. Ouais. Alors, pardon, mais pour les Parisiens, ça paraît pas forcément énorme. C'est juste quand même la moitié d'un bien moyen en France. Hein. Ouais, mais là, si vous regardez, alors en ce moment, il y a pas mal de news sur le marché IMO. Typiquement, à Paris, l'apport moyen pour acheter un appartement à Paris, aujourd'hui, c'est 150 000 €. Ouais, j'ai vu ça hier. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de disparités sur le territoire et il y a probablement beaucoup de choses qui sont à faire et qui changent avec le remote, etc. Mais aujourd'hui, les jeunes, en tout cas ceux justement qui sont un peu sortis de l'escarcelle des parents juste après les 18 ans, en tout cas les 25-40 ans, sont au moment de la construction de leur vie professionnelle notamment et doivent continuer à se loger dans les grandes villes où ils travaillent. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où ils se retrouvent à payer des loyers parce qu'ils ne peuvent pas devenir propriétaires. Et la base, en fait, derrière Virgile et derrière Spoon, c'est de se dire aujourd'hui, les jeunes, ils dépensent 40% de leurs revenus dans leur loyer et 3% dans leur épargne. Et donc, est-ce que les jeunes n'attachent pas d'importance à l'épargne? Ou on peut poser la question, mais en fait, est-ce qu'ils ont seulement le choix de le faire? Et la grande mission de Virgile, c'est de permettre en fait, de switcher cette dépense vers le loyer, vers en fait, se rendre de l'argent à soi-même, et donc vers son épargne. Et Spoon, c'est une façon pour nous, quelque part, d'élargir ce message en disant, certes, il y a une chose, c'est l'accès à la propriété, et on pense que c'est la première chose pour se construire son épargne, mais plus largement, il y a un peu comprendre les grands équilibres financiers. Et je trouve que c'est super intéressant, en fait, ce que vous évoquiez tous les deux tout à l'heure, de dire, en fait, jusqu'à 18 ans, il y a les parents, et ils participent vraiment à cette éducation-là. Mais qu'est-ce qui se passe après 18 ans? En fait, soit vous faites des études vraiment très poussées en la matière, mais typiquement, moi j'ai fait des longues études avec une école de commerce dedans, et j'ai jamais eu de cours de finance personnelle dedans. Soit en fait, vous êtes un peu
larguer justement vers des horizons de peut-être que je peux faire des cryptos, peut-être que je peux faire de l'investissement locatif. Enfin, il y a plein d'options qui s'offrent à moi, mais la compréhension globale de quels sont mes choix possibles si j'ai pas envie de passer mon temps à réfléchir à ça. Aujourd'hui, il y a très très peu d'éducation sur le sujet. Et donc, tu disais tout à l'heure, j'aime pas le terme d'éducation financière, moi non plus, mais c'est pas tellement le terme d'éducation qui me gêne dedans, c'est le terme purement financier, parce qu'en fait, c'est un peu accompagner les gens dans leur vie d'adulte, dont les choix sont notoirement financiers, mais pas seulement. Nous, typiquement, on écrit sur des choses sur... une de nos spoons avec un des plus gros taux le taux record d'ouverture, c'est faut-il vraiment devenir freelance et donc c'est bien évidemment des choix de vie. Je te coupe. L'ouverture, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, c'est les newsletters. On est tous abonnés maintenant à des dizaines, beaucoup, à des dizaines de newsletters, médias, commerce, e-commerce, qu'on veut. Et le taux d'ouverture, il faut savoir que peut-être 3/4 des newsletters ne sont jamais ouvertes. On n'ouvre pas le mail, en fait, on le reçoit, mais on ne clique pas dessus. Jamais ouverte. Un des taux assez significatifs du marché sur le marché des newsletters, c'est une bonne newsletter, elle a un taux d'ouverture à 15%. Spoon, c'est 50% en moyenne, et les meilleurs, c'est 62%. Et notamment celle-là sur faut-il devenir freelance. Et en fait, c'est intéressant parce que faut-il devenir freelance, est-ce que c'est une vraie question d'éducation financière? Non, c'est une question beaucoup plus large. Dans cette question-là, il y a une énorme question financière. C'est pareil pour faut-il acheter ou louer, c'est pareil pour est-ce que je dois vraiment maintenant larguer mon boss pour écrire moi-même une newsletter parce que j'adore écrire. C'est pareil pour c'est quoi les 30 grandes questions à se poser avant 30 ans. Et donc c'est de se dire, oui, il y a un aspect financier très important dans la vie des gens. Il faut garder en fait une éducation globale sur le sujet sans être sur une éducation purement financière parce que c'est l'insérer dans des choix plus globaux. Rapidement, juste pour rappeler la définition d'éducation financière, ce mot-là, on l'emploie parce qu'il a été employé pour la première fois par l'OCDE, qui en fait parle d'éducation financière, mais en visant, et c'est ce que tu dis, un bien-être financier. Donc l'idée, c'est de savoir identifier les opportunités de placement, d'investissement pertinentes pour toi, déjà de les connaître, ensuite de pouvoir les utiliser correctement, parce que on a parlé des cryptos, est-ce qu'on sait bien utiliser ça? Faire des choix éclairés, Faire des choix éclairés, qui, en fonction de tes revenus, n'était pas forcément trader actif avec un gros patrimoine. Donc effectivement, comment tu arrives à atteindre un bien-être financier quand tu n'as pas forcément un énorme salaire, parce que tu es étudiant, tu démarres et que tu as besoin de te loger rapidement. Donc c'est très intéressant. Si on suit les conseils de Saskia, si on arrête d'être locataire et de jeter entre guillemets l'argent par les fenêtres, même si parfois on n'a pas le choix, admettons, donc on fait ce choix d'être au moins, je sais pas, si on peut, investissement locatif ou propriétaire de sa résidence principale, et que les banques nous suivent, que le taux d'usure n'est pas atteint ni rien. Qu'est-ce qui nous reste tu vois, quand tu as 30 ans, tu es dans une grande ville en France, pour épargner par mois? Qu'est-ce que tu peux encore mettre de côté là? Justement, en fait, les 40% de ton revenu que tu mettais avant dans ton loyer, tu es en train de le mettre dans ton épargne. Donc, en fait, tu es en train de t'acheter... C'est l'épargne forcée, tu rembourses ton prêt. En fait, c'est ça la clé de pourquoi devenir propriétaire aujourd'hui, c'est le plus gros levier de création de richesse pour les jeunes. Et pourquoi, en fait, nous, c'est notre mission première, c'est que tu peux te concentrer sur les 3% d'épargne qui restent aux jeunes quand ils payent un loyer. Nous, on préfère se concentrer sur les 40% et se dire qu'une fois, en fait, que vous arrivez à un stade où vous êtes presque propriétaire ou totalement propriétaire, là, en fait, vous avez construit 10 fois plus de patrimoine que si vous étiez resté locataire, parce que c'est ça les chiffres, au bout de quelques années. Et là, vous pouvez devenir entrepreneur, vous pouvez faire un investissement locatif si vous le souhaitez, parce qu'à ce moment-là, vous avez déjà arrêté de payer un premier loyer, ou vous pouvez faire des cryptos, vous occuper de comparer les taux entre assurance vie, livret A, PEA. Mais disons que la priorité, c'est d'abord de faire un peu les grands choix importants. Alexandre, quand on est filiale de Banque Postale, j'imagine qu'on est une vraie banque, on peut aller... on peut faire du prêt, etc. Il n'y a pas de souci à l'âge adulte. Alors, à partir de 18 ans, nous, le challenge, quand même, c'est d'éduquer et d'accompagner nos clients dans leur maîtrise entre 12 et 17 ans. Et à 18 ans, de leur dire, est-ce que, nos services vous ont plu, notre ton vous a plu, est-ce que nos produits vous plaisent? Et si oui, devenez client du compte original, Ma French Bank. C'est le cas pour à peu près 90% des jeunes qui, quand ils passent à 18 ans, continuent l'aventure avec nous. Et c'est là où on les a éduqués, les parents les ont accompagnés et ils ont une certaine sensibilité et à aller vers des produits financiers qui ne sont pas de la crypto ou des produits trop risqués. Et c'est là où le groupe La Banque Postale a tous les produits que vous pouvez imaginer. Tu en as cité un certain nombre. Le livret A,
qui redevient quand même un peu sexy pour les jeunes. L'assurance vie avec... C'est quoi le taux là 1,5 Il est à 2,6, non? Je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, ça reste toujours 3 fois moins que l'inflation, mais c'est mieux que 0. Mais c'est mieux quand il était à 0,3. Et donc, on est aujourd'hui... Donc ça, il y a les produits de la Banque Postale. On a fidélisé les clients, ils sont chez nous. Et nous aussi, on propose des produits. Tu parlais des 3% d'épargne. On peut les gérer différemment et on peut continuer l'éducation financière avec des produits un petit peu plus modernes. On a créé ce qu'on appelle la tirelire, ma tirelire, et qui permet à nos clients d'épargner de façon très classique, virement permanent, virement ponctuel. J'ai touché 2000 €, je veux en mettre 500 sur un compte, je le mets sur ma tirelire. Mais également ce qu'on appelle, désolé, je vais avoir encore un jargon, la gamification. Comment est-ce que rendre l'épargne un peu plus ludique? Et donc sur notre tirelire, on a un certain nombre de cas d'usage qui permettent aux clients de dire à chaque dépense, je veux que vous preniez 1% de ma dépense, 2%, 5%, 10% et vous le mettez sur la tirelire. Je veux qu'à chaque dépense, vous arrondissiez à l'euro supplémentaire, à la dizaine d'euros supplémentaires pour mettre sur ma tirelire. Je veux que dès que je touche plus de 500 €, je mette 5% sur ma tirelire. On a un certain nombre de cas d'usage qui permet, d'éduquer nos clients sur notre capacité, sur sa capacité finalement à épargner. Il y a un doute chez nos clients. J'ai peur, je ne le fais pas. Une fois qu'on l'accompagne, il montre qu'il est capable de faire. Deuxièmement, c'est de l'épargne un peu forcée. Et donc, on les accompagne dans le bas de laine, construire ce bas de laine pour plus tard ou des investissements un peu plus complexes. Et puis, je vous le dis, je suis client, je suis loin d'être dans cette catégorie de population, mais c'est assez ludique. Et j'ai pas mal de plaisir à retourner sur mon app en me disant, on est plusieurs à utiliser le compte, et en me disant, combien est-ce que j'ai épargné la dernière semaine? Et c'est franchement, c'est assez intriguant et ça donne envie de revenir sur l'app. Donc ça, c'est un autre moyen d'épargner, c'est de rendre quelque chose accessible et un peu plus ludique que ce qu'on avait auparavant. Mais alors nous, on se bat un petit peu contre ça parce qu'on pense justement que si on regarde le nombre de centimes épargnés à chaque transaction, que justement, quand vous allez arrondir chaque transaction dépensée, vous mettez quelques centimes de côté. La question, c'est est-ce que vous avez des stats justement sur le nombre de centimes épargnés ou le nombre d'euros que ça constitue? Parce que je suis hyper d'accord, c'est hyper ludique, hyper intéressant. Mais à la fin, en fait, en termes de création de richesse pour les jeunes, est-ce que ça crée vraiment en fait une épargne? Alors, j'ai parlé de centimes pour rendre le concept compréhensible. Le concept, il est arrondi à la dizaine ou à la centaine d'euros supplémentaires. Et là, à ce moment-là, on commence à avoir des volumes qui sont intéressants pour nos clients. Donc oui, tu as raison sur le centime. Les centimes, on le fait avec une filiale de la Banque Postale. C'est complètement différent, qui s'appelle Microdon, et que vous avez dans les caisses des supermarchés qui vous permet de la donner à des actions caritatives. Là, il y a un intérêt philanthrope. Ouais. L'intérêt n'est pas philanthrope sur l'épargne, on est plutôt sur 5 €, 10 €, 100 € supplémentaires. Je pense que tu dis un très bon point. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi, Saskia. Nous, nos clients Card ont épargné depuis la création à peu plus de 40 millions d'euros. Grâce à l'arrondi? Grâce à l'arrondi, grâce à tes objectifs, grâce à plein de choses comme ça. Pas mal. Mais je suis assez d'accord avec toi que ces 40 millions d'euros, ils n'ont pas servi à, heureusement, pas encore financer leur logement. Ils ont servi à se faire des kiffs, parce qu'ils se font des kiffs, servir pour faire des projets qui leur plaisent, des objets, etc. Mais j'aime pas le terme éducation financière, certes, mais j'aime bien le terme personal finance. Et nous, un truc qui me choque moi personnellement, c'est au collège ou au lycée, tu vas avoir des cours d'éducation sexuelle. Mais tu ne vas pas avoir de cours d'éducation financière ou personal finance. Alors qu'en règle générale, tu as quand même un contact avec l'argent avant d'avoir un contact avec quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on pousse parce que c'est important. Moi, j'ai fait toutes les conneries possibles et inimaginables de mes 18 à 24 ans, justement à cause de ce manque d'éducation financière. Nous dis pas tout. Non, excuse-moi, vas-y, je te coupe. C'est super intéressant, tu vois, parce que nous, on parle de sensibilisation justement des institutions. Chez SPAC, on est allé au contact de la Banque de France, de l'AMF, pour avoir des discussions autour de ces questions d'éducation financière, d'arnaque financière en ligne. Et on invite aussi l'État à réfléchir avec nous à ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être le début de quelque chose entre nous pour aller plus loin sur ces sujets-là, parce qu'il faut qu'on arrive à plus fort influencer sur ces sujets, parce que je te rejoins, Scott. Il y a des études, elles ne datent pas d'hier d'ailleurs, qui disent qu'il y a plus de 80% des gens qui aimeraient que ces sujets-là
sans devenir trader en 5 minutes, hein, encore une fois, mais des sujets de finances personnelles simples soient enseignés dès le collège. Et aujourd'hui, il faut que tu attendes de faire une école de commerce ou que tu choisis une option d'éco au lycée, quoi. Voilà, et encore. Voilà. Donc c'est effectivement un vrai sujet de société, en fait. Donc c'est très bien qu'on soit là pour en parler tous ensemble. Et du coup, est-ce que certains d'entre vous ont déjà justement eu des contacts avec un côté justement plus pédagogique, te dire comment on fait ça à l'échelle de l'État ou... Ouais, il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle la Finance pour tous, qui pousse un peu dans ce sens-là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est sûr que ça prend du temps de rentrer dans l'éducation nationale, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais je pense que si on est plusieurs à la manœuvre, ça va faire évoluer les mœurs, ça va faire changer un peu les choses, et je pense que c'est essentiel. Comme tu le disais, les Français le demandent. Alors, la Finance pour tous, c'est le média d'éducation financière effectivement proposé par le gouvernement. Maintenant, ce que j'aime à dire, c'est que malheureusement, que tu sois l'AMF ou voilà, une institution, on va dire, sérieuse, l'AMF, par exemple, là aussi, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre nous sachent définir ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est eux qui sont responsables de notre protection en tant qu'épargnants et de l'organisation des marchés financiers, etc. En gros. Et ce qui se passe, c'est que ces médias qui sont proposés par les institutions sont peu vus, peu lus, parce qu'il y a encore un sujet d'accessibilité. Et tant qu'on ne va pas vers un discours qu'on emploie, hein, j'espère qu'on y va carrément, même on utilise de l'humour, de la provocation, etc. Parce qu'on est convaincu qu'on ne va pas attirer des personnes qui ne lisent pas la presse financière ou la presse économique en leur parlant d'une manière très ennuyeuse, pour ne pas dire chiante, parce que c'est vraiment pénible ces sujets-là. Donc il faut qu'on arrive à expliquer ces questions importantes en se tutoyant, quoi, en se parlant normalement, comme si j'expliquais à ma mère ce que c'est que l'inflation et en prenant le temps de le faire. Et on y arrive, hein, parce qu'on a les succès qu'on voit chez Spoom. Nous, chez SPAC, on a aussi plus de 4000 personnes qui nous suivent sur Insta et ça fait 1 an. On n'a pas fait de sponsor. Oui, c'est pas que le newsletter, effectivement. Ouais, on a plus de 3000 lecteurs de la newsletter, qui est encore à mon goût un peu trop technique, mais l'équipe SPAC, moi j'en fais partie. On a aussi un économiste qui s'appelle Michel Ruemy, qui nous fait l'amitié de nous aider sur les questions un peu complexes, justement, pour qu'on ne raconte pas de bêtises, parce que quand on vulgarise, parfois on simplifie trop et on peut dire des bêtises, donc il faut faire attention à ça. C'est clair. Et par ailleurs, dans l'équipe, on a des créateurs de contenu qui ont 2 fois moins que mon âge, qui n'y connaissent rien, et leur travail avec nous, c'est à la fois de faire des belles créas, mais aussi de nous dire... C'est le truc digeste, quoi. Voilà, on comprend rien. Et intelligible. Donc il faut qu'on rende ça encore plus intelligible et qu'on interpelle avec des questions auxquelles ils sont sensibles, quoi, et des sujets de société qui leur plaisent, clairement. Saskia ? Ouais, non, je suis complètement en ligne avec ça. Et en fait, nous, la base, en fait, quand on a lancé Spoon, c'était de se dire il faut que ça se lise quand même comme quelque chose en fait, que vous avez envie de lire en 10 minutes 2 fois par mois, qui soit parfaitement compréhensible, mais c'est presque écrit comme un média lifestyle, avec pourtant en fait, des connaissances financières très précises. Je précise que c'est coécrit avec la personne qui a aussi écrit Merci Alfred. Je ne sais pas à quel point vous êtes tous abonnés à Merci Alfred, mais c'est quand même quelque chose de très lifestyle. Donc c'est un ton très My Little Paris. L'idée, c'était vraiment de créer un média avant tout. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi aujourd'hui qu'on continue à avoir... on a 50 000 abonnés aujourd'hui. On a des taux d'ouverture qui ne décroissent pas. Et on fait ça que par le bouche à oreille. Et on pense que c'est vraiment complètement lié à la qualité de l'écriture. Moi, je partage complètement et je pense qu'on est très complémentaires parce que les médias servent à vulgariser, à mettre le pied dans la porte pour expliquer. Il n'y a rien de plus fort aussi que l'éducation par l'usage et je pense que c'est là qu'on a un rôle très important à jouer. Le risque, et je pense que c'est un risque qu'on n'a pas à ma French Bank, c'est le risque aussi d'être dans un cocon parisien. On a parlé d'accès à la propriété. On est distribué en bureau de poste. Et donc on a un footprint très important en France et je pense que ça fait partie aussi de notre mission pour démocratiser cette finance pour les jeunes, c'est d'être accessible à tous. Donc on parle là spécifiquement des 12-17, mais ils sont partout en France et même dans les territoires d'outre-mer. Donc je pense qu'on est très complémentaires et que l'usage est absolument clé. Quand il ne ferme pas, parce que moi mon bureau de poste près de chez moi il a fermé. On en a encore 7500 et à moins de 10 minutes de 100% des Français. Donc je pense que... Désolé pour le micro, c'est moi. Bon, voilà. Donc on est très complémentaires et éducation par l'usage. Et 70% des lecteurs de Spoon ne sont pas à Paris. Ah, bah parfait, bravo. Tu vois. Bon, on atterrit gentiment sur cette table ronde. On va passer au dernier échange dans un instant. Scott,
D'un mot, comment va Card? Tu en es où? Quelles métriques tu peux nous partager? La croissance, l'équipe, l'ARR, je ne sais pas ce que tu veux. Card va très bien. Donc on a 200 000 clients aujourd'hui. On a un taux de croissance à 2 chiffres mois par mois. Donc month over month, donc ça croît très vite. On n'ouvre pas encore 1 millier de comptes par jour, mais on est à quelques centaines de comptes par jour. Donc on est très content. Je pense qu'on a le vent dans le dos. Nous, ce que je te disais, c'est qu'on s'est heurté au truc le plus difficile, c'est le changement de mœurs. Et là où le Covid a été un vecteur d'accélération assez incroyable pour nous, c'est la transition du paiement au physique vers du digital. L'enlèvement le TPE, le sans contact, merci, à 50 €. Donc Card va très bien. Card va très bien, ça va très vite. Et on compte équiper le plus de familles possible. Et je rejoins aussi, on a 93% de nos familles qui sont en dehors de Paris aussi. Merci mille fois, merci à tous les quatre. On peut vous applaudir et on merci, va